Bonjour à vous, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Je suis ravi de vous retrouver dans votre programme Science et civilisation. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Madame Maha Gmira. On va faire le parcours avec vous, votre parcours bien évidemment scolaire universitaire et votre recherche qui est bien évidemment l'intelligence artificielle au sens large. Mais on va voir que pour vous, il y a des domaines précis de spécialité qui sont les vôtres. Je suis très heureux de vous accueillir ici dans l'Académie. Nous remercions le secrétaire perpétuel de l'Académie, Silh Joumri, de nous avoir donné l'autorisation d'enregistrer cette émission dans ce bel endroit. Donc, Madame Maha Gmira, votre parcours, d'abord, le tout premier parcours, vous avez grandi dans quelle ville? Alors tout d'abord, merci de me recevoir, Monsieur Ben Mkhelouf. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Effectivement, d'être dans ce bel endroit qui est porteur d'une grande symbolique pour les chercheurs, mais pour l'ensemble des personnes, je pense. Alors je suis née à Rabat et j'y ai grandi. Dans cette ville, donc. Dans cette ville, effectivement, que je trouve particulièrement belle et accueillante. Ensuite, j'ai obtenu mon baccalauréat ici, en sciences mathématiques. À l'époque, on disait B, donc avec une spécialisation en dessin industriel. J'ai fait les classes préparatoires aux grandes écoles. Et ensuite, je suis partie au Canada pour y faire des études en ingénierie à l'École Polytechnique Montréal. Par la suite, j'ai travaillé dans une entreprise américaine. Ah, c'est bien de tout de suite avoir cette expérience comment dirais-je, professionnelle juste au sortir de l'université. Ça donne véritablement une bonne base pour, quel que soit après le profil, si on fait de la recherche ou si on fait de l'entrepreneuriat. Tout à fait, surtout que je n'étais pas du tout destinée à faire de la recherche. Mon rêve était d'être ingénieur et de pouvoir pratiquer. Et je suis parfaitement d'accord avec vous, le fait d'être sur le terrain, Oui. de comprendre un petit peu les besoins sur le terrain, aide beaucoup par la suite à éventuellement soit se diriger vers les études supérieures ou pas, et auquel cas, qu'est-ce qu'il faudrait choisir? Et de nourrir même la recherche par l'expérience professionnelle dans une entreprise. Oui, tout à fait. Je ne peux qu'abonder dans votre sens, effectivement. Et puis, donc ça, c'était à Montréal. C'était à Montréal, où j'ai passé... Et il y avait déjà une spécialisation de ces études d'ingénieur. Est-ce que c'est comme en France ou au Maroc, on fait d'abord des études généralistes avant de se spécialiser? Comment ça se passe? Tout à fait. Alors, je suis diplômée en génie industriel. Et ma pratique au sein de Pratt & Whitney, cette entreprise américaine en aérospatiale, était justement dans le génie industriel. C'était pour moi un génie qui prenait tout son sens parce que j'aimais beaucoup les mathématiques. Oui. Et j'aimais beaucoup aussi l'univers de la production appliqué à l'automobile, à l'aérospatiale, etc. Donc pour moi, c'était tout à fait naturel. Et je vous avoue que c'est un concours d'heureuses circonstances. Souvent, c'est le cas. Les rencontres, les circonstances, la contingence. Il n'y a pas un profil déterminé au gré, il faut le dire à nos jeunes en formation. Ils veulent faire une chose et parfois les rencontres les font un peu bouger autrement et c'est tant mieux. Bien sûr. Je pense que cette déviation dont vous parlez permet d'enrichir le parcours personnel et professionnel. Exactement. Donc en 2014, il y a eu une grande subvention au Canada avec la création, donc c'était une volonté gouvernementale, fédérale et provinciale de booster la recherche et l'innovation en matière d'intelligence artificielle, sachant que le Canada disposait déjà d'éléments très importants, des chercheurs de grande renommée comme Yoshua Bengio, Hinton à Toronto. Et donc l'idée c'était de booster cette dynamique-là, de créer un écosystème favorable à la recherche. Et c'était à ce moment-là que j'ai été recrutée par un de mes anciens professeurs à l'école polytechnique pour faire de l'IA. Bien sûr, ingénieur, j'ai fait des maths, on a touché à tout, mais on n'est pas forcément, comme diraient les Anglais, in depth, en profondeur sur quelques aspects. Donc j'ai commencé par faire une maîtrise en mathématiques. Et par la suite, un PhD, un doctorat en intelligence artificielle. Ah voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut le dire aussi à nos téléspectatrices et téléspectateurs, les études d'ingénieur ne sont pas... elles sont en parallèle des études
dont vous venez de parler, à savoir un master de recherche et un PhD de recherche. Ce sont deux voies, bien sûr complémentaires, mais quand même parallèles. On peut faire tout à fait des études d'ingénieur sans pour autant verser dans une histoire de doctorat ou de master de recherche. Et vous avez fait les deux donc pour pouvoir effectivement aller dans ce nouveau domaine qui est finalement un peu le vôtre maintenant. Vous êtes l'aérospatial, l'automobile, tout cela est reconfiguré à partir de cette spécialité. Donc c'est un petit peu cela. Avant que l'on parle de ce domaine-là, je voudrais qu'on continue sur votre parcours. Je crois que vous avez eu aussi une opportunité à Chicago. Est-ce que c'était dans le cadre de cette firme où vous travaillez? C'était après les études, donc c'était pour faire de la recherche. D'accord. Et c'était principalement de la recherche à l'université Loyola, à Chicago. Et au fait, même si on pense que c'est un demi-continent, donc l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis, mais l'approche est différente, l'écosystème est différent, similaire si on les compare à l'Europe, mais quand on est déjà dans un pays, quand on passe du Canada aux États-Unis ou inversement, on sent une différence. Et pour moi, ce séjour m'a permis de voir une autre dynamique de recherche, de voir d'autres chercheurs un peu partout dans le monde. Vous aviez déjà soutenu votre doctorat, oui. D'accord. Oui, exactement. Et qui portait sur quoi? Je vous ai interrompu tout à l'heure, vous alliez en parler, qui portait l'intitulé du doctorat soutenu à Montréal. Alors ma thèse de doctorat a porté sur la gestion du transport en utilisant les approches d'apprentissage et les data. Plus précisément, c'était une jonction entre les mathématiques et l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est un domaine souvent qu'on pense unique ou propre à la communauté des développeurs de l'informatique et les mathématiques étant quelque chose de séparé. Sauf que de plus en plus, toutes les avancées récentes de l'IA qu'on a pu constater viennent de cet enrichissement des mathématiques et au computer science, à l'informatique. Donc au fait, ma thèse, mes premiers articles ont porté sur le développement d'algorithmes, donc c'était de l'algorithmie pure, et par la suite, comment utiliser cette algorithmie dans les approches d'apprentissage en intelligence artificielle, le tout appliqué au transport. Ce qui est très intéressant et le très bon souvenir que je garde de ma thèse, parce qu'il y a eu de moins bons souvenirs, des nuits blanches, des doutes, oui. Mais ça c'est propre à l'ensemble des chercheurs. Mais la partie qui m'a, et je pense qui m'a beaucoup aidée, parce que j'étais toujours, M. Ben Khalouf, dans un doute. Je suis ingénieure, une praticienne, oui. Là je fais de la recherche, le mindset est complètement différent. Mais cette inquiétude est très belle, elle est très difficile à vivre, mais elle est très productrice pour les choses de l'esprit dont nous parlons ici. Avec du recul, oui, bien sûr. on le comprend après quelques temps. Et donc, je vous disais, ce qui m'a beaucoup aidé au début, c'est le fait que une partie de ma thèse a porté sur le développement d'un outil pratique d'IA pour une entreprise de transport nord-américaine. C'est ça. Et au fait, je passais le clair de mon temps entre le centre de recherche, où j'avais mon bureau, et les headquarters, le siège de l'entreprise. Et ça me confortait parce que je sentais que ce que je faisais comme recherche était une recherche appliquée et non une recherche fondamentale, ce qui convenait, non que l'un est meilleur que l'autre, ce qui convenait à mon profil. Voilà, à votre profil d'ingénieur. Exactement. Voilà. Et donc, très heureuse qu'aujourd'hui cet outil soit développé au sein de cette compagnie. Quelle était leur préoccupation majeure pour le transport et dans cette interaction entre le transport et l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est pour améliorer le trafic? Tout à fait, la prédiction des temps de parcours pour optimiser C'était une entreprise qui faisait de la livraison un peu partout dans les grandes villes américaines, canadiennes et américaines, nord-américaines. Et dont le souci était de réduire les temps de parcours, de mieux comprendre la mobilité pour justement mieux routing, mieux dessiner, tracer, développer les trajets que la flotte de véhicules devait faire. Et on parle ici dans un continent aussi grand que l'Amérique, on parle de très grands temps de parcours et donc de bénéfices importants
que l'entreprise voulait avoir. Vous avez une très belle vidéo sur le trafic à Casablanca. Oui. Vous avez pensé précisément comment sortir du cauchemar de la circulation qui est parfois quand même celui des Casablancais. Vous avez donc toute cette expérience qui vous a fait réfléchir sur la circulation parfois quand même chaotique à Casablanca. Ce qu'on comprend, c'est qu'aujourd'hui, les pays d'Afrique connaissent un boom démographique, une croissance démographique très importante, un taux d'urbanisation important, c'est-à-dire que des gens passent du milieu rural au milieu urbain et que parfois l'infrastructure urbaine n'est pas cohérente avec ces deux éléments-là. Et l'idée, c'est de dire aujourd'hui, ma thèse a porté sur la prédiction des temps de parcours, alliant mathématiques et intelligence artificielle, mais la mobilité est beaucoup plus générale. On parle aujourd'hui par exemple, des applications d'IA qui peuvent faire de longs parcours pour voir s'il y a des problèmes dans la chaussée et ensuite de scanner les différentes couches des trous, par exemple, des nids de poules, comme diraient les Québécois. Et donc, en termes économiques, c'est phénoménal. Les États-Unis ont fait une étude récemment. Ça leur a permis sur quelques villes et quelques États d'économiser vraiment beaucoup d'argent. Oui. On parle l'état des chaussées. L'état des chaussées par traitement d'image. Donc c'est un véhicule autonome qui est muni de radars, de lidars et de caméras et qui traite en temps réel la chaussée, l'état de la chaussée, l'état des ponts, l'état des autoroutes. Au sens où il documente ou au sens où il améliore? Il analyse et il donne une analyse, un diagnostic aux personnes qui vont prendre des décisions. Et tout cela se fait dans un temps rapide? Un temps réel et sans... Alors vous imaginez, avant, qu'est-ce qu'on faisait? Avant, soit on ne détectait pas, oui. Soit on comptait sur l'usager pour identifier ces problèmes dans les infrastructures, ou malheureusement, comme on a pu le constater récemment avec le pont qui est tombé aux États-Unis, la vistitude des infrastructures arrive malheureusement parfois à juste des drames humains. C'est cela. Et donc l'idée, c'est d'être proactif dans cette approche et de le faire d'une manière économique et autonome. Vive la prévision, vive la prévention. La prévention dans le domaine de la santé, la prévision dans les domaines des sciences physiques et celle précisément de la circulation dont vous parlez. Donc effectivement, diagnostic et action en temps réel pour l'amélioration. Et vous dites tout de suite, cette prévision permet des économies substantielles. Tout à fait. Alors la mobilité dans son sens large. Aujourd'hui, le Maroc s'apprête à accueillir en 2030 la Coupe du Monde. Un mouvement très important, en tout cas plus important que la normale de personnes, de véhicules. Et donc avec tout ça, il faut assurer aussi la sécurité. Donc l'IA aujourd'hui intervient dans le traitement du comportement des usagers dans la route pour prédire, si ce n'est prédire, informer, mais souvent prédire. Cette capacité de prédiction est très importante en IA. Pourquoi? Parce qu'elle a la capacité de traiter des données hétérogènes de plusieurs sources. Souvent, par exemple, on pense à une société qui gère le trafic, elle a quelques sources de données. Des senseurs, des capteurs dans les chaussées, des caméras, etc. Mais quand on pense plus large, si on croise les données de mobilité avec les données démographiques, on a les données des voyageurs, on arrive à identifier des comportements qui sont beaucoup plus intéressants à analyser et donc qui nous permettent de prédire, d'être en avance sur quelques phénomènes. Et au niveau de l'humain, c'est difficile à faire parce que l'humain ne peut pas collecter des sources si hétérogènes et surtout si nombreuses. Tout à fait. Pour pouvoir précisément faire ce soulagement, cette prévision, le gain pour l'humain est essentiel. Je pensais à ce mot important parce que beaucoup ne le soulignent pas. Beaucoup disent effectivement big data, données massives. Important, d'accord, mais vous ajoutez hétérogène, et c'est-à-dire que des choses auxquelles nous, humains, par inertie de nos comportements, on ne pense pas. Tout à fait, hétérogène, multiple, vous l'avez dit, la vélocité, la rapidité avec laquelle on les collecte, leur volume et leur qualité. Aujourd'hui, vous parlez de données, donc aujourd'hui l'humanité est en train de créer, de produire beaucoup plus de données en termes de volume et de type
qu'on ne pouvait l'imaginer. En 2005, l'humanité, de manière générale, a développé, copié et généré 130 exabytes de données. En 2020, c'était 41 000. Donc au fait, quand on met ça dans une courbe, c'est une croissance exponentielle et ça ne s'arrête pas. Et c'est avec cette richesse des données que nous avons pu aujourd'hui avoir de l'IA générative qui permet de traiter aussi bien des vidéos, des images, du son, du texte. Et donc, au fait, c'est vraiment aujourd'hui cette opportunité. Peut-être un petit mot sur la définition de l'IA générative par rapport à l'IA classique. Générative, elle produit des connaissances nouvelles. Exactement. Elle n'est pas simplement à gérer les connaissances déjà acquises. J'aurais pas pu mieux l'expliquer. Ah, c'est gentil, non mais c'est sous vos contrôles, votre contrôle que je le dis. Donc voilà, c'est une IA exacte qui génère de la connaissance. Et elle le génère d'autant plus facilement qu'effectivement, elle dispose de ce changement d'échelle dans la collecte des données. Tout à fait. Au fait, j'aimerais aussi ajouter que cette source on dit data is the new oil. Et cette source de ressources, une nouvelle ressource. Cette nouvelle ressource qui est la donnée, dans les algorithmes, pose également un problème. On appellera ça un défi aujourd'hui. Oui. Et parmi les défis qui sont bien documentés aujourd'hui, sont la question des biais. Exactement. Alors souvent, on a pensé, M. Ben Mkhlouf, que les biais provenaient des données. Je vous donne un exemple. Je suis un développeur, je travaille avec une équipe de médecins et on fait de la recherche, on essaie de développer un outil pour pour identifier, diagnostiquer, analyser les lésions de la peau, pour éventuellement dire si c'est malin, bénin et catégoriser les maladies, les pathologies. Alors aujourd'hui, on a compris, parce qu'on a fait des erreurs auparavant, que si la base de données est biaisée, c'est-à-dire qu'elle ne comprenne que des données de personnes caucasiennes ou encore que des données de femmes, on va avoir, le résultat sera biaisé. Des génomes appartenant à une partie de la planète seulement. Par exemple, exactement. Ça veut dire que l'outil sera performant sur les données qu'il a utilisées pour être alimenté, pour être entraîné, et qu'il le sera beaucoup moins sur d'autres types de peau. Exactement. Mais au fait, il y a un deuxième une deuxième source de biais qui sont les personnes elles-mêmes. Et ça, c'est un phénomène beaucoup plus complexe parce que si l'approche est plus simple par rapport aux données, il faut les diversifier, il faut vérifier la source, il faut vérifier la qualité. Ça, on a bien compris comment faire. Et quant aux biais qui viennent des développeurs eux-mêmes et des personnes, les développeurs, c'est-à-dire ceux qui prennent en charge complètement, qui sont derrière les manettes, c'est ça? Exactement. Donc, au fait, dans un processus de création d'un produit ou d'un service IA, nous avons la partie développement de l'algorithme, principalement des mathématiciens et des informaticiens. Donc, on reprécise l'algorithme Khawarizmi, on reprécise ce que c'est qu'un algorithme. C'est donc une chaîne de calcul déductif. On part d'un certain énoncé et on arrive à un autre énoncé. Et c'est le déroulé de ce cheminement calculé qu'on appelle algorithme. Tout à fait, c'est cette logique-là, exactement. Et donc, on développe l'algorithme, on design l'algorithme. Par la suite, on le traduit en un code. Donc là vient la partie du codage, les développeurs. Les développeurs sont un peu partout dans la chaîne. Et par la suite, le déploiement. Le déploiement de la solution, soit sous forme d'application, disponible au public ou de SaaS, Software as a Service, pour des entreprises et des institutions. Alors, quand on est un développeur et quand on a grandi dans une région du monde et quand on a certaines croyances, et qu'on a fait de grandes études à l'université, on n'est pas prémuni, on n'est pas vacciné à identifier nos propres préjugés, nos propres biais, pour qu'on puisse en être conscient lors d'un élément, lors de ce processus. L'inertie des préjugés véhiculés qu'on pense être des données. Exactement. La mentalité qui ne suit pas parfois toujours même les propres compétences d'une personne. Je peux avoir des compétences en physique en continuant à avoir une mentalité un peu superstitieuse autour de quelques petites choses qui m'arrivent au jour le jour. Exactement. Donc il y a vraiment des hiatus chez les personnes et vous dites que ça c'est un biais important. C'est un biais
beaucoup plus qu'important, aujourd'hui qui pose un grand défi parce que comment on peut résoudre ça? Si, comme je vous disais, pour les données on y arrive, comment peut-on changer? Oui. Ou d'abord comprendre quels sont les biais du développeur, Oui. les identifier et les changer. Je souhaiterais partager avec vous une piste Oui. une réflexion. Volontiers. Je pense que durant les dernières années, l'éducation de manière générale a été très orientée secteur. Donc technologie, on en fait des ingénieurs, on en fait des chercheurs, les sciences humaines et sociales. En fait, c'était très compartimenté, exactement, dans des clusters. Et au fait, on est en train aujourd'hui, avec le développement de l'IA et de nouvelles technologies, on est en train de voir les limites de cette éducation-là. Et aujourd'hui, je pense que l'effort ne peut pas se faire une fois que le développeur est chez OpenAI et qu'il code ou qu'il est dans une entreprise. L'effort devrait se faire en tout cas bien en amont et principalement à l'école primaire, au collège, lycée, sensibiliser les techniciens, les personnes dans les sciences dites dures à l'importance du sens critique, l'analyse, la remise en question. Donc cette jonction entre, peut-être qu'elle existe, mais elle devrait être renforcée entre les sciences humaines et sociales. Je suis moi-même enseignant, professeur à l'université Mohamed VI, qui est une université qui forme des ingénieurs, comme vous savez, et véritablement un des projets très importants de cette université, c'est d'essayer de mettre le plus possible de sciences humaines dans l'interaction avec les sciences. J'ai bien aimé vos gestes, entre guillemets, durs, entre guillemets, précisément, les techniques, etc. Et je crois que nous ne pouvons pas se contenter de dire que nous allons former des techniciens. L'ingénieur de demain, c'est un ingénieur en société, c'est un ingénieur qui doit avoir des connaissances autour précisément de tout ce qui vient mettre en interaction sa propre technique avec les autres et dans un cadre. Pardon pour cette parenthèse, vous avez tout à fait raison. Et donc ça, si on ne le fait pas, on est dans les biais des développeurs. On est effectivement, nous sommes dans ce défi-là, mais nous le sommes, vous savez, ayant travaillé pour les Nations Unies, pour le PNUD, le Programme des Nations Unies pour les développements, j'ai remarqué qu'en termes de législation, de régulation, le grand problème aujourd'hui qui se pose pour plusieurs pays, si ce n'est pas tous les pays, c'est l'aspect éthique de l'IA. Exactement. Et cet aspect éthique, donc vous voyez que le problème n'est pas dans la technologie, le problème n'est pas dans les grands calculateurs, il est vraiment dans cet aspect-là, je pense, qui était un maillon faible de notre méthodologie d'enseignement et d'éducation durant les dernières années. L'aspect éthique aujourd'hui, parce que nous avons compris que nous avons forcé et nous avons beaucoup avancé dans la technologie sans réellement réfléchir à cet aspect-là de notion de responsabilité, de sécurité, responsabilité sociale du chercheur, intégrité scientifique. Et environnementale aujourd'hui, nous le vivons. En termes de puissance de calcul, il est de plus en plus facile aujourd'hui de développer des grands calculateurs, des centres, mais l'impact sur l'environnement est atroce. Exactement. Et donc, au fait, on ne peut plus aujourd'hui, mais c'est une conviction personnelle et profonde. Nous ne pouvons pas aujourd'hui faire fi de tous ces aspects éthiques. Et je pense que l'éthique devrait être enseignée dans les bancs de l'université et même en amont. Je suis tout à fait d'accord avec vous et précisément c'est le moment on arrive au dernier tiers de l'émission, de parler de votre mission aux Nations Unies, de la chaire ICESCO que vous avez animée pendant longtemps et l'orientation, je pose toutes les questions en même temps, et de l'orientation qui a été la vôtre de véritablement promouvoir autant que possible l'accès à ces technologies aux femmes et de s'intéresser au monde rural. Alors voilà, il y a 3 questions en une. Très bien. Alors je pense que le fil d'Ariane le fil conducteur serait d'expliquer qu'est-ce que j'ai fait quand je suis rentrée au Maroc en 2020. J'ai occupé le poste d'enseignante-chercheur à l'université euro-méditerranéenne de Fès. Et par la suite, j'ai dirigé l'école d'ingénieurs l'EDIA,
qui est la première école d'ingénierie complètement dédiée à l'IA au Maroc. Et donc, dans quelle ville? À Fès. Toujours à Fès. À Fès, oui, tout à fait. Donc cette mission-là était une mission très enrichissante sur le plan humain et professionnel. Et au fait, lors de ces années-là, elles ont été couronnées de succès au niveau de la recherche avec mon équipe. Nous avons obtenu un premier projet avec l'Union africaine. C'est un flagship project. C'est le Maroc qui a l'idée avec la participation du Rwanda, Botswana, Nigeria et l'Égypte. Et au fait, 5 pays africains. 5 pays. L'élection du Maroc a été faite en Éthiopie en 2021. Nous étions très contents parce que l'IA n'était pas dans l'agenda de l'ASRIC, de l'organe de l'innovation, de la recherche de l'Union africaine. Et nous avons prouvé que l'IA était une source de développement socio-économique incroyable pour l'Afrique, surtout dans des secteurs clés comme l'agriculture. Donc ce projet-là a porté sur l'agriculture. Mais également, il a mis en exergue, M. Ben Khlouf, l'importance de la coopération régionale. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas tout faire tout seul. Il faut en être conscient. Oui. L'Égypte fournissait les données parce qu'ils ont un data center sur le Nil très important. Le Rwanda était précurseur dans le domaine de l'IoT, des objets connectés. Ils avaient même pu avoir un centre Google au Rwanda, donc ils avaient de l'expertise, et ainsi de suite. Donc l'idée est aussi le Nigeria représenté par un collègue, Bamidele, qui était à Manchester University. Aussi, j'essaie de... C'est des petits messages parce que même les Africains qui sont à l'extérieur de leur pays peuvent et aident. Donc sûr, effectivement, l'importance de la diaspora. Oui, tout à fait. Oui. Et donc ça, le Maroc un premier, en a conscience. Tout à fait, avec la 13e région, les Marocains résidant à l'étranger. Donc en fait, nous avons obtenu ce premier projet, un second projet, un projet Horizon Europe. Projet Horizon Europe est considéré parmi les plus importants projets européens qui se font entre le nord et le sud, et donc aussi en agriculture. On aime penser, en toute humilité, que nous avons commencé à l'époque à l'Université Roumette de Fès à avoir cette expertise en agriculture et en IA. Aujourd'hui, l'agriculture est un domaine clé pour le Maroc, que ce soit pour la gestion de l'eau, la pénurie ou la rareté, l'optimisation de l'eau, mais également la sélection des plantes. Nous le constatons aujourd'hui, le traitement des images pour les pathologies qui peuvent toucher et ravager des champs. Donc, en fait, le spectre est large. Et l'IA est d'une aide précieuse dans ce cas-là. L'IA est d'une aide précieuse dans ce cas-là. Pour aller vite, parce que toutes ces questions, toutes ces érosions de la biodiversité vont très très vite. Et si on a l'outil précisément de faire face, c'est extraordinaire. Parlez-moi quand même de votre mission aux Nations Unies et de cette chaire ICESCO. Est-ce que ça rentre dans ce projet remarquable? Je dis remarquable parce que c'est l'acronyme de ce travail que vous avez mené avec les 5 pays africains, mais c'est deux choses différentes. C'est 2 choses différentes. Alors en 2021, j'ai eu l'honneur d'être la titulaire d'une chaire de recherche ICESCO, donc l'Organisation islamique de la culture et des sciences, et de l'Université Roumette de Fès. Alors c'était un budget qui m'a été octroyé pour faire de la promotion de l'IA auprès des jeunes filles et des femmes. Donc c'est une question qui était d'abord très importante pour moi, parce que quand j'ai fait mon école d'ingénieur, nous étions à peu près 20% de filles. Je le voyais tous les jours, nous étions minoritaires. Oui. Et je ne comprenais pas pourquoi nous l'étions. D'autant plus que dans cette école où j'ai fait mes études, il y avait une salle au 5e étage, je partage avec vous ce fait, en 89 je pense, où il y a eu une tuerie à l'école polytechnique. De Montréal, qui est d'ailleurs un film émouvant par ailleurs. Un garçon, un homme qui s'est vu refuser l'admission à l'école, est rentré avec un gun, un pistolet, et il a tiré sur 14 filles sont mortes ce jour-là. Et chaque 7 décembre ou 6 décembre, nous célébrerions, et ils célèbrent toujours, ils commémorent la mort de ces jeunes filles. Alors, vous voyez ces éléments-là, mais également l'accompagnement qu'a eu cette jeune Marocaine quand elle est partie au Canada par des femmes. C'est ça. Des programmes de marrainage qu'ils appellent.
le mentorat, Oui. l'importance d'être mentoré dans sa vie, dans ses études. Très important. Très important. Au fait, tout ça m'a fait penser qu'il y a clairement un effort. Donc vous étiez prédisposé pour cette chaire-là, on peut le en dire. quelque sorte, On peut le dire. et elle est connectée aux Nations Unies. On arrive au terme de l'émission. Tout à fait. Non, Dites-moi, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Les Nations Unies, c'est encore un autre projet Exactement. que vous avez mené. Oui, effectivement. Mon deuxième travail, quand je suis rentrée au Maroc, quand j'ai quitté l'université Euromed de Fès, j'ai travaillé pour le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, en tant qu'experte en stratégie d'intelligence artificielle et la question du genre, toujours reliée un peu à cet aspect parité, équité, égalité, femmes-hommes dans les STEM. Et donc, dans cette mission-là, dans ce travail, ma mission a été d'accompagner le ministère de l'Enseignement supérieur dans sa stratégie IA, dans ses actions, et beaucoup plus globalement, le domaine de l'éducation de manière générale. Mon Dieu, on arrive au terme de l'émission. Je suis désolé qu'on ne puisse pas développer ce point si important, mais factuellement, vous l'avez dit. Merci beaucoup, Madame Maha Gmira. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, pour votre écoute attentive. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine séance. Au revoir.